Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'une célèbre dame qui s'appelle Cécilia. Est-ce que Cécilia, elle est là? Cécilia, la résistante, est là. Cécilia, elle est là. Donc, tu es de retour et tu es mon invité de ce soir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te laisser prendre la parole parce que je crois que tu as plein de choses à dire. Et puis, comme il faut qu'on arrive à boucler en une heure, je te laisse ta parole tout de suite. Hein? D'accord? Vas-y, Cécilia, Okay. raconte-nous ce que tu as à nous dire. OK? Ok, je te remercie Christophe. Donc, écoute, bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Voilà, écoute, je suis de retour, comme tu le dis, la célèbre, je pense que le terme célèbre est en trop. La résistante, oui, une résistante, je veux dire, qui a la niaque et qui est vraiment combative, oui, effectivement, parce que je suis toujours là, malgré toutes les péripéties judiciaires que je subis, je suis toujours là et toujours autant obstinée et autant, je veux dire, décidée à continuer à combattre que plus avec hargne et conviction et conscience. Okay. Voilà, donc justement, en préambule, oui, qu'est-ce que tu voulais préciser sur ce point? Tu vas nous démontrer ton combat et ta manière d'être une guerrière. Alors vas-y. Oui. Écoute Christophe, je pense que je l'ai suffisamment quand même démontré parce que ça fait quand même plusieurs fois que je fais des vidéos sur ta chaîne Morpheus Etica, donc j'en suis pas à mon coup d'essai. Cela fait plusieurs vidéos que je fais avec toi et que je démontre justement pièce à l'appui que je suis vraiment une combattante de premier ordre et que, je veux dire, j'ai suffisamment apporté des éléments dans mes différents dossiers pour démontrer que je suis vraiment victime d'un système corrompu, d'une mafia, d'où justement le titre très évocateur, la charia judiciaire, parce que il faut employer les termes qui justement qui se justifient et qui correspondent à la situation, parce que nous, les victimes de ce système mafieux corrompu de francs-maçons, nous sommes vraiment victimes de mollahs, comme malheureusement les mollahs, les talibans qui imposent leurs lois, la charia, je veux dire islamique. Nous sommes sous la coupe de ces mots-là, de la charia judiciaire. Donc justement, quand même en préambule, je voulais Christophe quand même faire une petite mise au point concernant une qualification de faux résistante dont j'ai été affublée sur une émission que j'ai pu hier visionner sur Julie et Lilou, que tu dois certainement connaître. Sur les réseaux sociaux. Et lors de cette émission, je me suis permise de faire quelques petites remarques sur des points de droit et dire justement ce que je pensais de certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui se disent justement des résistants. Et donc, j'ai fait quelques petites remarques. Et là, j'ai eu la surprise justement d'entendre cette dame Julie, en l'occurrence, qui m'a qualifiée de faux résistant et qui a demandé que je vienne monter, comme ils disent entre guillemets, moi ce terme je ne connais pas, mais apparemment on dit monter sur un live pour justement pour faire un témoignage. Moi j'étais tout à fait d'accord pour monter sur ce live et faire un témoignage, sauf que j'ai fait la demande de pouvoir participer et cette Julie ne m'a pas donné l'opportunité. Donc là, sur le terme de faux résistant, ça m'a quand même bien fait sourire parce que s'il y a bien une résistante, je veux dire, je ne suis pas la seule, heureusement, parce qu'il y a d'autres résistants. Tu en fais partie, toi, Christophe. Je cite, par exemple, Christophe Chalençon, qui est un résistant de taille, et je lui rends d'ailleurs hommage justement parce que le pauvre, en ce moment, il traverse une période très, très compliquée. Il est très malade.
Donc, il traverse une période compliquée, autant d'un point de vue judiciaire qu'un point de vue de la santé. Il se bat contre un cancer très agressif, le cancer du pancréas. Je me permets d'en parler parce que lui-même donc a annoncé sa maladie et donc je lui rends hommage. C'est vraiment un grand homme, un résistant de taille avec un grand air. Et malheureusement, il y en a peu. Il y en a peu de ton acabit, du mien. Je me permets quand même, avec toute la modestie qui me caractérise, je peux dire que je suis une vraie résistante. Alors, quand j'entends dire, Julie, que je suis une fausse résistante, ça m'a vraiment ulcérée parce que, je veux dire, moi, je témoigne à visage découvert sous ma véritable identité. Je n'utilise pas de pseudonyme. Quand je fais des vidéos, j'apporte des pièces de preuve. Mes dossiers contiennent des preuves explosives. Je détiens des éléments, des bombes atomiques. Et donc, je ne fais pas des élucubrations où je fais état de faits imaginaires. Moi, c'est ce que j'ai toujours d'ailleurs dit à certaines personnes, en l'occurrence par exemple comme avec René Fornet, avec qui je ne suis pas d'accord parce que justement lui me reproche le fait qu'on doit je veux dire, se mélanger, être avec tout le monde. Moi, je veux bien me mélanger, comme il dit, avec les personnes, mais seulement je n'ai pas envie de perdre mon authenticité, ma crédibilité, et je fais attention avec qui je veux dire, qui je côtoie, parce que je considère qu'on est déjà suffisamment pointé du doigt et qualifié de complotiste. Alors si on va raconter un peu tout et n'importe quoi et que nous n'avons pas d'éléments dans nos dossiers, donc notre crédibilité sera vraiment mise à mal. Et ces mafieux de magistrats, d'avocats et toute cette clique de corrompus ne manqueront pas de nous le balancer à la figure. Donc moi, je considère que j'ai une ligne de conduite à respecter, j'ai mon intégrité à respecter, ma probité à respecter, et je ne veux pas faire n'importe quoi. Je ne veux pas être prise en défaut. Donc voilà. Donc le terme qui m'a été attribué hier de faux résistant, ça m'a vraiment, j'étais vraiment scandalisée par ce terme parce qu'on ne peut pas me qualifier de faux résistant parce que moi je mouille ma chemise, je rentre dans les juges, je leur écris des courriers abrasifs, carabinés, je leur rentre dedans, d'ailleurs ce qui m'a valu plusieurs fois d'être expulsée du tribunal. Donc là, c'est plutôt assez déplacé de la part de cette personne de me qualifier de faux résistant. Voilà, donc sur ce point-là, maintenant, je referme la parenthèse. Donc, pour en revenir à mon dossier, donc si aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo avec toi, c'est pour expliquer un petit peu la suite et les péripéties de mes dossiers, de mes problèmes avec l'institution, mais je ne veux pas appeler ça l'institution parce que comme je t'ai dit la dernière fois, le terme pour moi institution représente un certain respect, inspire un certain respect. Or là, face à nous, nous avons une mafia, des mollahs, des truands, des corrompus. Et donc, pour moi, ce n'est pas une institution, donc c'est une mafia judiciaire. Donc, j'avais déjà fait une vidéo chez toi dernièrement pour expliquer mes problèmes concernant, je veux dire, les poursuites dont je faisais l'objet, moi et mon époux, sur des prétendues injures publiques qui avaient été, suite à des propos qui avaient été publiés sur les réseaux sociaux. Et donc, il y avait un jugement qui avait été rendu le 3 août 2023 par le juge Lionel Mathieu. Tu avais à l'époque fourni la photo de ce juge, mais je tiens quand même à encore fournir la photo, présenter la photo, mais je pense qu'elle est en fin, me semble-t-il, elle est en fin de vidéo. Voilà, donc le juge Lionel Mathieu, ce corrompu, ce mafieux, cette ordure, avait donc rendu un jugement par escroquerie
en date du 3 août 2023. Ce jugement, qu'est-ce qu'il disait? Ben, disons, ce jugement relaxait mon époux parce que c'était mon époux qui était poursuivi donc pour injure publique. Et comme mon époux a démontré A plus B par des pièces irréfragables et probantes qu'il ne pouvait pas être l'auteur des posts publiés sur Internet, donc mon époux a été relaxé. Ce que le juge a utilisé comme pirouette maçonnique, dans son jugement frauduleux, il a indiqué à Jean-Christophe Nozière, mon adversaire, appeler à mieux se pourvoir, ce qui signifiait que, en fait, il lui a permis, par une brèche, de me citer à nouveau moi. Or, je rappelle que lorsqu'il y a un jugement sur des faits, le jugement rendu concernant mon époux Benoît, donc à autorité de la chose jugée. Que signifie autorité de la chose jugée? Autorité de la chose jugée signifie que quand des faits sont attribués à quelqu'un qui est poursuivi donc sur des faits bien précis, en l'occurrence injure publique sur particulier, mon époux a été relaxé. Ce qui fait que, vu que mon époux a été relaxé sur ces faits, je ne pouvais pas, moi, à mon tour, être poursuivi pour les mêmes faits. C'est tout à fait logique et cohérent, puisque dans la mesure où une personne est poursuivie pour des faits, on ne peut pas dire aujourd'hui que monsieur X est poursuivi de tels faits, et demain, on va dire, puisque lui, ce monsieur X a été relaxé, demain, on va dire, puisque c'est pas monsieur X, c'est monsieur Y. On va poursuivre monsieur Y. Sauf que c'est ce qui s'est passé, en l'occurrence, dans le cas d'espèce. Donc, le juge Lionel Mathieu, ce mafieux, cet escroc au jugement, donc a rendu un jugement par prévarication, par escroquerie au jugement, en indiquant dans son jugement, appelé à mieux se pourvoir. Pourquoi a-t-il indiqué ça? Parce que, en fait, concernant la citation qui m'avait été délivrée, le greffe du tribunal correctionnel d'Avignon ne l'avait pas enrôlé. Donc, qui dit défaut d'enrôlement dit extinction de l'instance. Donc, l'affaire aurait dû s'arrêter là et le juge aurait dû prononcer la caducité de la citation et que donc l'affaire s'arrêtait là. Non, le juge Lionel Mathieu, pour permettre à son frangin de loge Jean-Christophe Nozière de me poursuivre, a indiqué justement cette formule magique appelée à mieux se pourvoir. Et bien évidemment, Jean-Christophe Nozière, mon adversaire, s'en est saisi avec, je veux dire, un plaisir inouï, parce que son frère de loge lui avait permis cette opportunité, donc il a saisi. Donc j'ai été citée à comparaître à nouveau, et donc j'ai comparu devant le tribunal correctionnel en date donc du 19 mars dernier, donc 19 mars 2024, à 8h30, devant le tribunal correctionnel d'Avignon. Donc, j'étais poursuivie pour injure publique envers particulier. Donc, j'avais fourni des conclusions. Donc, voilà, je me suis présentée à l'audience. Et comme je t'ai expliqué quand on s'est eu par téléphone, l'audience s'est très, très mal passée. En l'occurrence, je précise que l'audience s'était également mal passée avec le juge Lionel Mathieu, qui avait abusé de son pouvoir d'audience, de pouvoir de police d'audience, et qui m'avait fait expulser de la salle d'audience, qui avait porté atteinte au principe du contradictoire, l'article 16 du Code de procédure civile, et l'article 6 de la CEDH. Et là, le juge donc qui était censé me juger le 19 mars 2024, le juge Johan Denis, cette ordure, ce mafieux, ce corrompu, ben, il a procédé exactement de la même façon que son précédent confrère. Donc, lors de cette audience, sur le tableau d'audiencement, ne figurait pas le nom du juge, le nom des assesseurs, le nom du greffier et le nom du représentant du ministère public. Donc, j'étais jugée par une cour anonyme.
Donc, quand je me suis présentée, quand on m'a appelée à la barre, donc je me suis avancée, je veux dire, avec la hargne qui me caractérise, à ne pas me laisser marcher sur les pieds. Et donc, le juge a commencé à me citer mon état civil, madame, machin, voilà, vous êtes poursuivi pour les faits suivants. Donc, je l'ai laissé débiter son petit discours. Et quand il m'a donné la parole en me disant si je reconnaissais mon état civil, je me suis permise de lui dire, ben, si vous le dites, c'est que c'est ça. Voilà. Donc, moi, je me permets de vous demander, vous, Monsieur le Président, puisqu'il faut vous qualifier ainsi, Monsieur le Président, quelle est votre identité? Et là, quelle ne fut pas ma surprise, bien évidemment, ben, le juge en question a refusé de décliner son identité. Je rappelle que le justiciable a parfaitement le droit et de demander l'identité du juge qui le juge, puisque il a le droit de connaître le nom du juge, puisque le juge qui l'entend doit être le même juge qui rend la décision et qui assiste au délibéré et qui rend la décision. Or là, dans le cas présent, moi, j'ignorais totalement le nom du juge qui était censé m'entendre. Moi, j'ignorais totalement, certes, il avait son costume, sa soutane noire, mais moi, rien ne pouvait me dire qu'il était juge. Je me suis permise de lui demander son diplôme, qui il était, son nom, son identité, et est-ce qu'il était habilité à me juger, et est-ce qu'il avait le droit de jure. Et bien évidemment, là, le substitut du procureur, avec ses effets de manche, mais c'est scandaleux, Madame Villano, là, se livre à un outrage à magistrat. Alors là, je ne me suis pas laissé faire et j'ai dit, vous n'allez pas recommencer votre manège comme vous l'avez fait précédemment avec le juge Lionel Mathieu, parce que où est l'outrage là-dedans? Où est l'outrage? En quoi vous demandez votre identité? Cela constitue un outrage. Donc là, ça a déjà très très mal commencé. Et ensuite, bon, ben l'audience, c'est houleuse, je précise, houleuse, a tenté de continuer dans des conditions plus que difficiles. Et bien évidemment, le juge Joanne Denis, alors on va me dire, mais comment j'ai pu connaître l'identité du juge? Tout simplement en faisant des recherches. Donc, j'ai demandé à la greffière de l'accueil de me dire le nom du juge qui siégeait ce jour-là lors de cette audience. Manifestement, elle était un petit peu craintive de me donner son identité. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé donc l'identité de ce juge mafieux, Joanne Denis, donc qui a refusé de décliner son identité à l'audience correctionnelle du tribunal d'Avignon le 19 mars dernier. Donc, ce juge condescendant, arrogant, montrant qu'il était là le maître et que c'était lui qui dirigeait tout, donc il n'a pas cessé de me couper la parole, il ne m'a pas laissé défendre mon dossier, il a porté gravement atteinte au contradictoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'a fait le précédent juge Lionel Mathieu. C'est une habitude chez eux, ils font tout le temps ça, surtout quand ils ont en face des combattants et des résistants, ils font tout pour leur couper la parole, pour les discréditer et pour les empêcher de dire justement la vérité. Donc ce juge n'a pas cessé de me couper la parole, il m'a fait des remarques désobligeantes à maintes reprises, il a indiqué à un moment donné que j'avais une personnalité, vu votre personnalité. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour et je lui ai dit, mais pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez? Pour vous permettre de me calomnier, de me diffamer de la sorte. Vous m'outragez là. C'est inadmissible. Qui vous êtes? Qui vous êtes? Vous vous prenez pour qui? Et donc, ça s'est très très mal passé. Lorsque j'essayais de défendre mon dossier et que je faisais valoir les incohérences de mon adversaire Jean-Christophe Nausière, l'expert mafieux qui m'avait cité à comparaître, que j'ai dit que c'était un escroc, un faussaire, qu'il avait rendu
un rapport tronqué sur 75 pages, qui nous avait escroqué en présentant une facture frauduleuse grâce à son ami, son frère de loge, le juge qui était chargé des expertises, Alain Bouloumier. Donc, chaque fois que je m'avançais sur ce terrain-là à dire des choses très dérangeantes pour ces mafieux, étant donné qu'en plus il y avait du monde dans la salle, tu comprends, Christophe, que là, on a tout tenté pour me clouer le bec. Mais sauf qu'en face, ils avaient une personne qui était une vraie résistante. Et moi, il était hors de question que je me laisse faire. Donc, j'ai remis à sa place plusieurs fois ce juge. Je leur ai indiqué que justement les propos que j'avais diffusés sur Internet n'étaient pas des injures comme le prétendait Jean-Christophe Nozière, mais que son avocat aurait dû utiliser la qualification juridique de diffamation. Pourquoi diffamation? Parce que quand ton adversaire t'attaque pour diffamation, tu as l'opportunité, la possibilité de démontrer que les propos que tu as diffusés sur Internet ne sont pas justement diffamatoires, en apportant des pièces de preuve, en justifiant tes propos. Et cela, je veux dire, te permet de bénéficier de la relaxe par esprit de vérité au nom de la liberté d'expression. Non, le juge, il m'a dit chaque fois, il me coupait la parole, mais vous vous rendez compte, Madame Villano, de dire mafieux, c'est une injure. De dire escroc, c'est une injure. Mais je lui ai dit manifestement, vous ignorez la définition, manifestement, vous avez quelques lacunes en droit, et vous ignorez la définition exacte de l'injure et la définition exacte de la diffamation. L'injure, c'est de tenir des propos insultants gratuitement en disant à quelqu'un que c'est un mafieux sans apporter des éléments qui prouvent que cet individu est un mafieux, est un faussaire, est un escroc. Or, moi, je précise que mes propos diffusés sur les réseaux sociaux étaient bien circonstanciés et détaillés, puisque je faisais référence au référé du 28 octobre 2009, je faisais référence à une expertise, un rapport d'expertise totalement tronqué sur 75 pages, sur une facture frauduleuse de 23 000 euros. J'indiquais que cet expert s'était livré à une escroquerie au jugement et j'ai apporté tous les éléments dans mon dossier. Mais le magistrat, il était vraiment décidé à en découdre avec moi, comme il le fait tout le temps, avec les consorts Villano depuis maintenant des décennies. Il avait l'intention de me condamner, donc par escroquerie. Donc, il s'est fait l'avocat de Jean-Christophe Nozière. Il n'a pas cessé de me couper la parole. Il n'a pas cessé de défendre, de se faire, en fin de compte, l'avocat de Jean-Christophe Nozière. Jean-Christophe Nozière avait deux avocats. Il avait son avocat mafieux, Jean-Baptiste de Gubernatis, un escroc au jugement, qui a fait état d'éléments totalement mensongers dans ses écritures. Il a évoqué des jurisprudences qui n'existent pas, ou des jurisprudences complètement qui allaient justement à l'encontre de ce qu'il disait et qui allaient justement en ma faveur. Donc, ce magistrat Johan Denis s'est donc fait le second avocat de Jean-Christophe Nozière. Il a défendu becs et ongles, il a pris parti pour Jean-Christophe Nozière. Donc, le conflit d'intérêts, il était avéré, l'absence de loyauté était avérée, le défaut d'impartialité était avéré, et comme je t'ai fourni, je pense qu'elles sont en fin de vidéo, il y a deux témoins qui ont déposé par attestation sur l'honneur, qui ont indiqué comment s'était passée cette audience et le comportement outrancier, condescendant, irrespectueux de ce magistrat Johan Denis. Ils ont expliqué qu'il avait refusé
de décliner son identité, qu'il a pris parti pour Jean-Christophe Nozière, qui m'avait condamné d'avance, qu'il avait été dans son attitude, il avait eu un comportement inapproprié. Il a fait donc des réflexions à caractère un petit peu, je veux dire, en disant oui, vu votre personnalité, comme je t'ai expliqué, je lui ai dit mais qu'est-ce que vous entendez par vu votre personnalité? Je vous rappelle que j'ai un casier judiciaire vierge, je vous rappelle que je suis une femme honnête, que je ne me drogue pas, je ne fume pas, je ne perçois pas les minima sociaux comme cet individu menteur l'a indiqué. Il a indiqué que je bénéficiais donc des minima sociaux et donc il m'a fait passer donc pour une personne infréquentable, une délinquante, donc pour me discréditer totalement et donc me faire passer pour donc comme ils ont l'habitude de le faire, par la technique de l'inversion de victime, je devenais donc la coupable. Donc ça s'est très mal passé. Donc je l'ai repris à maintes reprises. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il cesse de me couper la parole, qu'il devait me laisser me défendre, que je lui rappelais que la prévenue c'était moi et que lui n'était pas avocat. Alors que là, je veux dire, quelqu'un qui assistait à l'audience, Jean-Christophe Nozière avait 2 avocats et ce n'était pas mon procès. Donc je n'ai pas pu m'exprimer, je n'ai pas pu faire valoir mes droits. Le respect du contradictoire a été totalement bafoué dans son intégralité. Et donc, voilà. Donc, j'ai indiqué autant au juge au substitut du procureur Pierre Cramier, ce mafieux, cette ordure, cette vermine, qui m'a accusé d'avoir outragé donc Joanne Denis, le magistrat, parce que je me suis permise de lui demander son identité, parce que ces gens-là se prennent pour des dieux, donc on ne peut pas leur demander leur identité. Mais moi, je me suis permise, je lui ai dit, mais pour qui vous vous prenez? Je leur ai indiqué que le tribunal était devenu un véritable bordel de proxénètes et qui nous prenait pour des putes. Pourquoi ils nous prennent pour des putes? Ben, tous nos dossiers le démontrent, comme X victime l'explique dans tes vidéos. Je veux dire, on est sans cesse racketté, spolié de nos biens, de nos deniers. Donc, c'est un véritable bordel. La justice, le tribunal est devenu un véritable bordel. Et là encore, Pierre Cramier, avec ses effets de manche, s'est levé. Vous rajoutez Madame la greffière, ça va aggraver le dossier de Madame Villano. Madame Villano continue à outrager les magistrats. Et donc, il y a encore un outrage. Voilà, je lui ai dit, mais c'est... Continuez, je connais vos techniques, vous êtes une bande de mafieux. Et d'ailleurs, dans l'audio, je ne sais pas si tu pourras le diffuser, on entend clairement à la fin je veux dire, avant qu'on m'expulse de la salle d'audience, que je leur dis que c'est une bande de mafieux, des proxénètes qui nous prennent pour des putes, une bande de crapules et d'ordures. Et je leur ai dit. Donc, voyant que je ne me laissais pas faire, donc le juge Joanne Denis m'a fait expulser manu militari par des vigiles. Manifestement, il n'y avait pas la police disponible ce jour-là. Donc, 2 vigiles sont arrivés et m'ont dit de sortir de la salle. Mais je leur ai dit aux vigiles, mais pour qui vous vous prenez? Vous êtes qui là? Vous êtes de la Gestapo? Vous êtes de la milice de la Gestapo? Vous croyez quoi? Que vous allez m'intimider? Et donc, de toute façon, même si je restais dans la salle, je n'aurais pas pu continuer à m'exprimer, puisque le but était justement de me clouer le bec et de m'empêcher de dire la vérité, puisque j'ai aussi, je leur ai dit qu'ils n'avaient pas honte avec des juges mafieux qui produisaient des faux procès-verbaux. Franchement, il y avait de quoi s'inquiéter sur la justice. Et de quelle façon était rendue la justice dans notre pays quand des juges, une juge d'instruction, en l'occurrence Constance de Franceschi, avait produit des faux PV falsifiés par le ripou commandant de police Serge Salté de Sablé, et que ces faux PV ont été validés par 2 autres crapules de Nîmes, la pute Nadine Moutet, la putain de la justice Nadine Moutet, et le pédophile Jean-Michel Pérez.
Donc là, voyant qu'il y avait des oreilles quand même dans la salle et qu'il y avait quand même des gens qui entendaient tout ça, donc il m'a fait expulser. Il m'a fait expulser. J'ai aussi indiqué qu'il fallait pas trop qu'il continue dans ce jeu-là parce que maintenant la vérité est connue de beaucoup. Nous, les complotistes, je veux dire, nous utilisons les réseaux sociaux qui sont un outil, justement, un bon outil quand on sait s'en servir à bon escient, et que maintenant, leur jeu devra cesser tôt ou tard, et qu'un jour ou l'autre, ils devront comparaître devant un tribunal populaire militaire. Et là, ben encore, Pierre Tramier a dit à la greffière, Madame la greffière, il s'agit encore d'un outrage à magistrat. Notez, la situation de Madame Villano se complique. Je lui ai dit, mais je connais votre jeu, je connais. Vous n'êtes que des crapules, des ordures, des mafieux. Et là, donc, je suis sortie de la salle d'audience. Donc, je n'ai pas pu donc défendre mon dossier. Le juge Joanne Denis m'a injurié, bien évidemment, par une technique assez vicieuse et pernicieuse, parce qu'il n'a pas utilisé des termes directs injurieux, mais il a dit « vu votre personnalité », ce qui signifiait donc que j'étais quelqu'un d'indésirable, une délinquante, une terroriste, alors que je lui ai rappelé que j'étais victime depuis des décennies et que les juridictions d'Avignon et de Nîmes couvraient tous ces scandales, comme le fait Madame la procureure corrompue d'Avignon, Florence Galtier, qui couvre tous nos dossiers, qui étouffe toutes nos plaintes, comme par exemple la grave affaire des faux PV de la juge d'instruction et du commandant de police. Donc voilà, donc j'ai été expulsée de la salle d'audience, comme cela s'est passé au mois avec Lionel Mathieu l'année dernière en 2023, qui a donné suite justement au jugement du 3 août, le jugement rendu par escroquerie au jugement. Et là, le juge, donc Joanne Denis, avait clairement l'intention de me condamner. C'était clair et net, ça transpirait dans son attitude, dans son comportement, puisqu'il me coupait la parole. Il se faisait l'avocat de Jean-Christophe Nozière. J'ai oublié de montrer la photo, mais je pense qu'elle est en fin de vidéo. Donc ça, c'est mon adversaire, le Jean-Christophe Nozière, l'expert judiciaire mafieux corrompu, donc qui m'a poursuivi devant le tribunal pour supposée injure publique en lieu et place de diffamation. Parce que bien évidemment, s'il m'avait poursuivi pour diffamation, j'aurais pu apporter tous les éléments qui démontraient qu'il avait rendu un faux rapport tronqué sur 75 pages, qui nous avait escroqué d'une facture faramineuse de 23 000 € et qu'il avait conduit à notre endettement colossal en permettant une escroquerie au jugement à notre détriment et à l'avantage du mandataire judiciaire Christian Ripper et du constructeur mafieux Hissène Soissal. Donc voilà, c'est toujours pareil, pour éviter que la vérité éclate, eh ben, on utilise des techniques, voilà, c'est le fonctionnement maçonnique. Donc voilà, donc je voulais quand même préciser que lors de cette audience, donc je tiens à parler de cet avocat, Samir Amroun, parce que je vois que certaines personnes vantent ses qualités. Je peux dire que ce jour-là, et devant témoins, les témoins peuvent en attester, que cet avocat était là, présent, donc il devait défendre une autre personne qui était probablement citée à comparaître ou qui était prévenue ce jour-là. Et donc cet avocat s'est permis d'interférer dans mon procès quand je me suis permis de rentrer dedans le juge et dans le vice-procureur et que je ne me suis pas laissé faire, je ne me suis pas laissé intimider par cette bande de brigands, cette bande de mafieux. Et cet avocat a fait, à un moment donné, quand j'ai dit bande de mafieux, il a fait pouf, l'air de dire, mais elle raconte n'importe quoi. Donc, j'ai pas eu le temps de m'attarder sur lui, de lui faire une remarque, puisque j'étais concentrée
sur le juge Joanne Denis à subir ses invectives et son comportement outrancier. Donc, j'ai détourné la tête à un moment. J'avais l'intention de lui faire une remarque, mais comme j'ai été expulsée de la salle, donc je n'ai pas eu cette possibilité. Mais je voulais quand même aujourd'hui, lors de cette vidéo, faire quand même rectifier les choses sur cet avocat Samir Amroun, qui n'est pas du tout du côté des victimes. Il est parfaitement et clairement du côté de l'opposition contrôlée. Et je peux comprendre maintenant que pourquoi Abdel Zahiri, d'ailleurs c'était son avocat, c'était l'avocat de monsieur Abdel Zahiri qui était un résistant aussi, il faut le dire, parce que quand il y a des gens qui dénoncent le système courageusement, qui mouillent leur chemise, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Christophe Chalençon, avec toi, avec moi, avec Abdel Zahiri et tant d'autres, il y en a bien évidemment, je ne les connais pas tous, il faut le dire, il faut citer leur nom. Et donc je peux comprendre aisément que malheureusement le pauvre Abdel Zahiri a été expulsé et n'a pas obtenu gain de cause alors qu'il a passé toute sa vie en France. Avec un tel fifrelin comme avocat, un tel vendu, un tel collabo, il ne faut point s'étonner. Parce que j'ai vu son comportement. Tout le monde me disait, oui, Samir Amroun, il est du côté des victimes, mais force est de constater que le 19 mars, comme moi et mon mari et des témoins l'ont constaté, que Samir Amroun fait partie justement du système. Il est bien dans le système. Donc, il passe de la pommade à ses clients pour leur faire croire, oui, je sais que le système est comme ça et comme ça, mais en fait, il fait partie du système. Voilà. Donc ça, je voulais quand même le préciser parce que pour faire le point sur Samir Amroun. Donc, suite à mon éviction du tribunal, donc, bien évidemment, j'ai fait une requête en récusation. Donc, j'ai récusé le juge. Donc, j'ai rédigé une requête en récusation au titre des articles 668 et suivants du Code de procédure pénale et 339 et suivants du Code de procédure civile. Pourquoi une requête en récusation? Comme je l'ai expliqué précédemment, à partir du moment où il est démontré que le juge a un parti pris, que l'impartialité, la loyauté n'est pas respectée et surtout que je n'ai pas pu bénéficier du contradictoire puisque le magistrat Joanne Denis a abusé de son pouvoir de police d'audience, donc le contradictoire a été totalement bafoué. Donc, je ne vois pas comment je peux être condamnée, parce que ça, c'est inévitable. J'ai bien vu dans son attitude qu'il avait l'intention de me condamner, puisqu'il se faisait l'avocat, il me coupait la parole, il disait que non, il n'y a pas d'effet de cascade quand il y a des propos qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Or, je rappelle que l'effet de cascade s'applique à partir du moment où il y a des propos injurieux. Par exemple, moi, si je diffuse des propos injurieux sur la chaîne de quelqu'un, moi, je suis poursuivie en tant que complice. Ensuite, il y a le détenteur du compte qui est poursuivi. Et ensuite, il y a comment on appelle ça? Le réseau, là, comment on appelle ça? Par exemple, Facebook ou VK. Oui, le réseau social. Pardon? Tu as dit le réseau social. Oui, voilà, le directeur de publication. Voilà, c'est le terme qui m'échappait. Donc, le directeur de publication, le détenteur du compte et moi ensuite. Et moi, c'est ce qui s'était passé parce que j'avais publié donc ces propos qui relevaient de la diffamation sur le compte de Julien Didier Garofalo. Donc, Julien Didier Garofalo aurait dû être poursuivi. C'est ce qu'on appelle l'effet de cascade. Non, Jean-Christophe Nozière m'a poursuivi que moi. Il a poursuivi Benoît et ensuite, puisque ce n'est pas Benoît, Benoît a été relaxé, donc ça ne peut être que moi. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a atteinte à l'autorité de la chose jugée. Quand une personne donc est relaxée, on ne peut plus revenir sur l'affaire. Ça serait trop facile. Donc aujourd'hui, on accuse quelqu'un d'un vol. Ce quelqu'un est relaxé. Donc si ce n'est pas du bois, c'est du pont. Donc c'est trop facile. Donc le juge Joanne Denis a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée.
Et aussi, je rappelle aussi que, étant donné que le précédent juge, Lionel Mathieu, avait rendu un jugement par escroquerie au jugement, j'ai également déposé plainte contre ce juge, le précédent juge, le juge Lionel Mathieu. Donc, ce précédent juge Mathieu, qui avait permis justement à Jean-Christophe Nozière, l'expert judiciaire mafieux, de me poursuivre. Après avoir poursuivi Benoît, il m'a poursuivi moi, et donc le juge Lionel Mathieu a permis de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. Donc j'ai déposé plainte en date du 11 mars 2024 pour faux, usage de faux en écriture publique et authentique, favoritisme, abus de pouvoir, obstacle à la manifestation de la vérité, escroquerie au jugement et extorsion de fonds, tout simplement parce que leur but est de me soutirer des fonds par escroquerie au jugement. Pourquoi favoritisme? Je reviens sur ce point-là, favoritisme, parce que lors de l'audience précédente, donc au mois de janvier, le juge Lionel Mathieu avait donc dispensé Jean-Christophe Nozière de consignation. Or, je rappelle, la consignation, elle est fixée pour permettre, si il est avéré que la personne qui a cité à comparaître une personne, un prévenu, il est démontré A plus B que cette personne l'a cité de façon abusive. Donc, cette personne, elle est condamnée au titre d'une amende civile et c'est la consignation qui est conservée et qui est versée au trésor public. Donc là, le fait de dispenser Jean-Christophe Nozière, Lionel Mathieu avait donc dispensé Jean-Christophe Nozière de consignation, ce qui signifiait qu'il avait l'intention de me condamner et il avait l'intention de le dispenser de quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà, là, ça démontre déjà que tout était déjà préparé en avance. Et je rappelle que la consignation est aussi une somme qui est demandée donc pour permettre, comme je l'ai dit, de garantir éventuellement le paiement d'une amende. Et cette consignation est demandée pour, je veux dire, comment dire, pour établir, pas établir, c'est pas le terme, pour démontrer une certaine équité dans les droits des justiciables face à la justice. On ne peut pas, par exemple, demander une consignation à une personne qui délivre une citation à comparaître, on lui demande 1 000 € de consignation. Par exemple, nous, à l'époque, quand nous avions déposé une plainte avec constitution de partie civile, cette plainte qui avait justement été sabotée par la juge faussaire mafieuse Constance de Franceschi, on nous avait demandé 600 € de consignation. Donc là, je ne vois pas pourquoi certains justiciables doivent payer une consignation pour avoir droit justement à la justice et d'autres justiciables échappent justement à ce versement de consignation. Surtout que je rappelle quand même que Jean-Christophe Nozière avait déclaré plus de 61 000 et quelques euros de revenus pour 2021 et 33 000 € de revenus pour 2022. Donc, avec 33 000 € la première fois pour la citation de Benoît, avec 61 000 € de revenus, Jean-Christophe Nozière avait eu 1 000 €, la modique somme de 1 000 € à verser de consignation. Et pour la citation qui me concernait moi, quand le juge avait permis par cette pirouette maçonnique de me citer à comparaître, Jean-Christophe Nozière n'avait eu aucune consignation. Il a été dispensé de consignation. D'où donc le favoritisme. Le favoritisme, c'est le fait de permettre à quelqu'un de favoriser, je veux dire, de moyens pour échapper à une amende ou des faveurs. Voilà, favoritisme sous-entend des faveurs. Donc Jean-Christophe Nozière, avec 33 000 € de revenus, n'a eu aucune consignation à verser. Donc, j'avais déposé plainte contre ce juge Lionel Mathieu. Est-ce que c'est lié ou pas avec le fait que quand j'ai comparu le 19 mars, ce n'était plus le même juge? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le 19 mars, quand j'ai comparu le 19 mars,
en tant que prévenu devant le tribunal correctionnel. Donc, ce n'était plus le juge Joanne Denis, mais ce n'était plus le juge Lionel Mathieu, mais c'était le juge Joanne Denis qui s'est comporté de façon similaire à son prédécesseur, puisqu'il y a eu expulsion du tribunal, il y a eu atteinte au contradictoire, il y a eu violation du droit, de la loi, et voilà, et tous les manquements et les errements dont sont habitués ces individus appelés magistrats. Donc, voilà. Suite à cette requête en récusation, qui a été déposée au greffe du tribunal correctionnel d'Avignon, j'ai également donc envoyé cette requête en récusation à la Cour d'appel de Nîmes, comme la procédure l'impose, puisque c'est le premier président de la Cour d'appel qui est justement habilité à statuer sur cette récusation. Et donc là, dernièrement, j'ai reçu un courrier qui m'a informé que ma requête en récusation était enregistrée, et j'attends donc là la décision du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, qui doit se prononcer sur l'acceptation de ma récusation ou non. Quoi qu'il en soit, si donc la récusation est acceptée, cela signifiera qu'il y aura un nouveau procès. Et si la récusation est rejetée, bien évidemment, je n'accepterai pas puisque je relèverai appel. Je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Je l'ai déjà suffisamment démontré et je vais donc continuer. J'ai donc également déposé plainte contre ce second juge, Joanne Denis, comme je l'ai fait avec le précédent juge. Donc, cette plainte a été déposée le 3 avril 2024. Et sous les chefs suivants de entrave à la manifestation de la vérité, déni de justice, atteinte au respect du contradictoire, violation du droit à divers titres, comme je l'expliquais tout à l'heure, notamment sur le fait de décliner son identité et que j'ai été jugée par une cour anonyme. Je rappelle que l'article 728 rappelle que tout justiciable a le droit de connaître l'identité du juge qui le juge. L'article 728 rappelle que le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés pour chaque audience la date de l'audience, le nom des juges et le greffier, et l'indication des parties, le nom des personnes qui représentent, qui représentent les parties. Et comme le tableau que je t'ai communiqué, que tu produiras à la fin de la vidéo, démontre que j'ai été ce jour-là, le 19 mars, jugée par une cour anonyme, puisqu'il apparaît le nom des prévenus, les chefs de poursuite, les motifs de poursuite, mais leur défenseur, mais par contre n'apparaît ni le nom du greffier, ni le nom du magistrat, du président, des assesseurs, ni le nom du substitut du procureur qui représente le ministère public. Donc là, c'est une violation du droit au titre de l'article 728 du Code de procédure civile, comme tous les manquements qui ont été constatés et actés par témoins, par attestations qui ont été justement communiquées autant au tribunal d'Avignon, au tribunal maçonnique, judiciaire maçonnique d'Avignon, à Madame Florence Galtier, dans ma plainte que j'ai déposée contre le juge Joanne Denis, et que j'ai également communiqué dans ma requête en récusation et que j'ai fourni au juge Joanne Denis, qui donc doit bénéficier du contradictoire. Donc c'est à lui maintenant de se prononcer. Soit il accepte la récusation et il se déporte, soit il refuse la récusation et c'est il revient au premier président de la cour d'appel de se prononcer sur la recevabilité ou non de ma récusation. Mais je ne me fais guère d'illusions avec ces gens-là, surtout avec la cour d'appel de Nîmes, qui est appelée la boucherie judiciaire, surtout avec tous les antécédents, tout ce que nous subissons depuis maintenant 2 décennies dans nos dossiers, avec le sabotage de toutes nos plaintes et la spoliation en bande organisée que nous subissons par tous ces individus qualifiés de magistrats. Donc, je t'ai communiqué aussi ce document, la lettre ouverte, que j'ai adressée donc à Joanne Denis. Voilà, j'ai porté ça à sa connaissance. Donc maintenant, il ne peut pas ignorer que je diffuse son portrait sur les réseaux sociaux,
je communique son identité, j'explique tout avec des pièces à l'appui, bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne fais pas du blabla comme ça, je ne raconte pas des sornettes, mais je justifie tous mes propos par des pièces de preuve. Je répète et je répète inlassablement que tous nos dossiers sont sabotés, nos plaintes sont étouffées par la procureure d'Avignon. Nous sommes constamment condamnés par cette bande de raclures d'Avignon et de Nîmes, et là, ça doit cesser. Ce manège doit cesser. Comme je leur ai dit, il va falloir qu'un jour ou l'autre, ça cesse. Ça cesse, voilà. Ça peut pas continuer. Ce jeu mafieux doit cesser assez rapidement, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, qui est un outil formidable quand on sait bien s'en servir, tout se sait. Maintenant, ils ne peuvent plus nous qualifier sans cesse de comploteurs. Je leur ai dit pour qu'il y ait de complotistes, pardon, des complotistes, parce qu'à partir du moment où on nous traite de complotistes, ça sous-entend qu'il y a des comploteurs derrière. Voilà. Donc, voilà. Okay. Donc, je ne me suis pas laissé faire, et voilà. Ok, bah écoute, tu auras fait une grande synthèse, un grand rappel de toute ta procédure. Donc, on arrive bientôt à l'heure de l'émission, donc tu as respecté le timing, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que serait le mot de la fin alors? Qu'est-ce que serait le mot de la fin? Bah, écoute, Christophe, j'avais encore énormément de choses à dire. De toute façon, j'ai beaucoup de choses à dire parce que mes dossiers comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai des. Est-ce que tu me vois suffisamment ou il faut que j'éclaire peut-être? Non, bah, ça allait là, ça allait. Oui. Donc, nos dossiers, ben, j'ai des preuves, dans tous nos dossiers, des preuves explosives. Et je rappelle, au cas où ces individus l'auraient oublié, ces gens-là sont là pour ils sont payés avec nos impôts, ils sont là pour rendre la justice et non pour faire obstacle à la manifestation de la vérité au titre de l'article 434-4 du Code pénal, et non pour se livrer à un déni de justice, comme le rappelle l'article 434-7-1 du Code pénal, faire entrave à la justice. Or là, en l'occurrence, force est de constater, c'est ce à quoi ils se livrent avec nous, mais pas qu'avec nous, avec des milliers, des millions de victimes à travers la France, à travers le pays. Donc, ce jeu, ça doit cesser. Ça doit cesser. Okay. Je rappelle que, quand même, pour conclure, que Robert Badinter, qui n'était pas n'importe qui, dans le sens, je ne veux pas dire que je veux valoriser ce personnage, parce que moi, je n'ai pas pour habitude de mettre des gens au-dessus d'autres. On est tous égaux, on est tous des humains, on est tous égaux. Mais quand je dis « il n'était pas n'importe qui », c'est que je veux dire qu'il a été ministre de la Justice, ancien ministre de la Justice. Et je rappelle que Robert Badinter, qui a donc été ancien ministre de la Justice, il rappelait que la justice internationale se mettra inévitablement en marche et tous les criminels seront jugés. Donc, c'était prémonitoire. Cette parole est prémonitoire et donc ils doivent s'attendre, comme je leur ai dit lors de l'audience du 19 mars, que tôt ou tard, maintenant, ça a éclaté. La gangrène, je veux dire, est mise à nu. Le chancre, je veux dire, est mise à nu. Voilà, on le sait, on sait de ce dont ils sont capables. On détient des éléments dans nos dossiers et ils ont beau nous accuser de faire état de mensonges et d'être des complotistes. Maintenant, tout se sait. Moi, je ne peux pas être une complotiste, je ne peux pas être une affabulatrice, vu toutes les pièces que je détiens dans mes différents dossiers. Okay. Donc là, c'est une parole prémonitoire. Et quand j'ai dit ça la dernière fois, on m'a accusé de me livrer à un outrage au magistrat. Je rappelle que quand l'injustice donc se fait loi, ça c'est de moi. Quand l'injustice, ça je leur ai dit dans mes écrits, quand l'injustice se fait loi, l'insurrection se fait foi. Donc, tôt ou tard, c'est comme par exemple dans nos dossiers, on ne pourra pas accepter de se faire spolier comme ça ad vitam aeternam. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est le fruit de notre travail et moi, et Benoît, c'est pareil.
également, nous ne courberons jamais l'échine. Je combattrai jusqu'au bout. Voilà. Ça sera donc le mot de la fin de notre entretien d'aujourd'hui. D'accord? OK? Voilà. Hein? Et alors, Voilà. je te remercie pour ce témoignage-là. Bien entendu, là, je vais passer le générique, mais je mettrai des pièces avant le générique. Je ferai un montage. D'accord? Et dans les pièces que tu m'as envoyées, je vais en publier, bien entendu, un certain nombre. OK? D'accord? Hein? Entendu, Christophe. Je te remercie pour ton dévouement et ton implication. Mais en tout cas, de toute façon, il faudra qu'un de ces jours, je refasse encore une autre vidéo parce que tu as vu la mésaventure qui m'est arrivée dernièrement avec les pourritures de gendarmes, ces crapules d'ordures de mafieux. Donc, ce que j'ai subi la dernière fois, je dois faire une vidéo parce que je viens de déposer une plainte justement contre ces crapules, ces ordures, ces cow-boys. Ça fera l'objet d'une autre série. D'accord? OK? Tout à fait. Je te remercie et voilà. Et le combat continue, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et je demande à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de partager et de faire comme je le fais moi, comme je leur ai dit, arrêtez de respecter ces gens-là qui ne sont pas respectables, ils sont indignes de respect. Écrivez-leur tout ce que vous avez à leur écrire, dites-leur ce que vous avez à leur dire, ne les respectez plus, ne vous levez plus pendant les audiences, n'éteignez plus vos téléphones et enregistrez tout. Il faut garder des preuves. Merci pour ce témoignage, Cécilia. Je te dis à très bientôt. Je te remercie, Christophe. Et je te dis à la prochaine. D'accord? OK? À bientôt. Salut. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir.